Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on s'intéresse aux sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à la gestion de l'insécurité à Paris et en Ile-de-France. Priorité affirmée des Parisiens, la sécurité s'invite évidemment dans les propositions des candidats à la mairie de Paris. Le débat le plus vif est sans aucun doute autour de l'armement des policiers municipaux, mais il y a bien d'autres sujets dont on va avoir l'occasion de parler en plateau. En parallèle, le Sénat examine un projet de loi visant à élargir les pouvoirs de ces policiers municipaux. On va faire le point sur la question avec nos invités en plateau. En culture, une exposition immersive consacrée à la plus grande épopée maritime de tous les temps, celle de Magellan. Le voyage commence au musée de la Marine et on en parle tout à l'heure dans l'entretien culture. Le Figaro Histoire nous raconte enfin le personnage de la comtesse de Ségur à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. C'était un 9 février 1874. Depuis le début du mois, le Sénat examine un projet de loi pour élargir les moyens et les prérogatives des forces de police municipales afin d'adapter leur travail aux réalités du terrain et des besoins en matière de sécurité. Un thème qui s'invite évidemment dans les thèmes phares de la campagne pour les municipales à Paris, alors que 50% des Parisiens en font un sujet de priorité. On en parle avec nos invités. Frédéric Pechnard, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien directeur général de la police, vice-président de la région Île-de-France et candidat à Paris sur la liste de Rachida Dati. En face de vous, Benjamin Camboulive, porte-parole alternative police CFDT, également avec nous. Driss Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. J'aimerais qu'on commence par cet examen de projet de loi au Sénat. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit qu'on se rend compte finalement que les sénateurs prennent la mesure du différentiel entre les moyens effectifs des forces de police municipales et les besoins sur le terrain ? Frédéric Pechnard. Effectivement, le Sénat s'est penché sur les pouvoirs. Ça fait déjà un moment qu'on y réfléchit. Le problème est de savoir si on donne plus de pouvoirs ou pas aux policiers municipaux par rapport aux policiers nationaux et aux gendarmes. Voilà. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Les polices municipales, ce sont pour moi les polices de proximité. La police municipale, elle doit être visible, elle doit être dans la rue, elle doit être tout le temps dans la rue, alors que dans le même temps, les policiers nationaux et les gendarmes sont pris par tout un tas de choses et notamment ils sont dévorés par le temps judiciaire et par le fait qu'ils ont énormément de paperasse à faire parce que la procédure judiciaire est de plus en plus compliquée. Donc ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger ? Donc il ne faut pas tout mélanger, il faut faire bien attention à ce que la police municipale reste complémentaire et non pas concurrente à la police nationale ou à la gendarmerie. C'est le risque avec un projet de loi comme celui qui est examiné au Sénat ? Je ne pense pas, je pense qu'il est relativement équilibré et notamment il va donner plus de pouvoir aux policiers municipaux, mais notamment de mettre des contraventions ou des amendes forfaitaires délictuelles. En tout cas, c'est ce qui est en ce moment discuté. Et donc ça permettrait à la police municipale d'être à la fois plus efficace et sans les retirer du terrain. Donc il faut absolument éviter qu'ils fassent des enquêtes. Par contre, qu'ils aient plus de pouvoir, notamment dans le fait de mettre des contraventions. Pour gagner en efficacité aussi. Ça me paraît une bonne idée. Benjamin Camboulive. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a plus besoin qu'avant de police municipale. Ce n'était pas un tel sujet auparavant. Maintenant, ça paraît évident qu'il faut encore et toujours plus de police municipale. Et quand on voit les propositions des différents candidats, c'est 2000 en plus, 3000 en plus, voire 8000 avec Sarah Knafo propose 8000 policiers supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de police municipale en plus ? Simplement parce qu'on a une violence qui augmente en France et une police nationale qui travaille à effectif constant depuis bientôt 20 ans. Et non seulement on travaille à effectif constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recrutement significatif supplémentaire, mais en plus on retire des effectifs de la voie publique. Parce qu'on a différentes matières qui explosent littéralement, qui ont explosé depuis déjà longtemps. On a le maintien de l'ordre avec de plus en plus de manifestations, de plus en plus de violences urbaines. On a le renseignement avec une menace terroriste grandissante. Et on a l'investigation qui aspire énormément d'effectifs. Il y a de plus en plus de violences, donc il y a de plus en plus de plaintes. La demande n'a cessé de croître et eux, les moyens Ce que je veux mettre en avant, c'est qu'effectivement, si on a de moins en moins d'effectifs de la police nationale sur la voie publique, on a de plus en plus de risques d'agression sur la voie publique, de violence et donc de dépôt de plainte. Et c'est ça qui nous amène à puiser encore et toujours sur la voie publique pour nourrir les services d'enquête. Là où on a besoin de police municipale, c'est uniquement, c'est ça que je veux faire ressortir, parce que l'État ne fait pas l'effort sur ses propres deniers pour recruter des policiers nationaux. C'est pour ça qu'il en vient à se décharger sur les municipalités et c'est pour ça qu'on veut mettre absolument des polices municipales. Driss Youssef, est-ce qu'on en demandait à la police municipale d'en faire trop sans forcément toujours lui donner les moyens juridiques qui peuvent correspondre et qui sont adaptés à leur mission du quotidien ?
D'abord, la police municipale, elle est avant tout en charge d'exécuter les missions de police administrative du maire. Les polices administratives du maire, c'est essentiellement de la prévention. Et donc, avec cette proposition de loi qui va, à mon sens, dans la bonne direction, puisqu'elle va donner aux policiers municipaux la possibilité de suppléer la nationale et puis surtout de travailler sur ce qu'on appelle la tranquillité au quotidien. Et la tranquillité au quotidien, c'est les infractions au code de la route, c'est évidemment les vendeurs à la sauvette, c'est toutes ces missions dites qui sont essentielles, mais essentielles pour la tranquillité de nos concitoyens, là où la police nationale et la gendarmerie nationale ne peuvent plus forcément aller, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui une évolution, quand même une augmentation assez importante, pour ne pas dire inquiétante, de la délinquance. Mais donc attention. ça ne serait pas uniquement de la prévention dans ce que vous décrivez. Ah non, mais là, quand vous dressez des amendes forfaitaires délictuelles, quand vous saisissez, quand effectivement vous pouvez procéder notamment à des interpellations, notamment ou à des AFD sur des vols qui sont inférieurs ou égaux à 300 €, on est dans quelque chose qui s'apparente à de la police judiciaire et puis de la police administrative. Alors attention, il faut être dans l'explication. Je vois un certain nombre de maires qui pensent que la police municipale, c'est un peu la martingale et on n'aura plus de délinquance demain. Ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'au fait, quand on a un candidat, un maire sortant qui dit « moi, ça sera une police municipale anti-stupéfiants », c'est-à-dire que la police municipale n'a pas vocation à procéder à ce qu'on appelle à des investigations et des interpellations. Ce n'est pas sa mission. Donc il faut faire attention. Et donc c'est pas possible juridiquement. Ah mais juridiquement ce n'est pas possible, c'est même illégal. Donc pour vous dire, donc et ce n'est pas souhaitable. Donc il faut être extrêmement transparent avec les administrés, parce qu'encore une fois, les élus locaux qui sont proches de leurs administrés ne peuvent pas se permettre d'avoir effectivement cette brouille avec des missions qui ne seraient pas, ou des promesses qui ne seraient pas tenues sur la police municipale. Mais du coup, si je vous écoute, c'est un glissement finalement un peu subi des missions effectives de la police municipale pour se substituer à la réalité du terrain et donc à la montée de l'insécurité et à l'État qui n'est pas toujours en mesure de proposer les moyens nécessaires. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Au fait, pendant, juste pardon une parenthèse, mais lors des attentats novembre 2015, je crois, la police nationale n'avait plus les moyens d'assurer la protection de personnel effectivement qui faisait l'objet d'une menace, donc elle a autorisé, transféré. C'est pareil pour la piraterie maritime. L'État n'avait plus les moyens via la marine nationale d'assurer les escortes des bateaux qui transportaient des matières premières essentielles au bon fonctionnement de notre pays. On a libéralisé cette activité, y compris pour le transport, la sécurité dans les transports. À chaque fois que l'État n'a plus la possibilité, elle ouvre, elle délègue, elle transfère cette charge. Benjamin Cambouly. Oui, sur les AFD, sur ces amendes forfaitaires délictuelles, c'était obligatoire. Si on demande aux agents municipaux d'être plus sur le terrain, il faut qu'ils aient un moyen répressif pour pouvoir être crédible, ne serait-ce que ça, sur la voie publique, et aussi pour éviter C'est une question d'autorité ? C'est une question d'autorité. S'il n'y a pas la peur du bâton, vous ne respectez pas la police, quelle qu'elle soit, municipale ou nationale. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça permet aussi de désengorger les services d'investigation de la police nationale, parce que si on met plus d'agents municipaux, plus de police municipale sur le terrain sans qu'ils puissent eux-mêmes traiter sur Agir, place, ça n'a pas de sens. Au final, c'est ce qui se retrouve sur le bureau des enquêteurs de la police nationale qui sont déjà noyés. Donc vous rajoutez de la matière, mais qui ne sera pas traitée, qui ne sera pas présentée à la justice. Donc ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, c'est très pertinent ces amendes, parce que c'est en pleine cohérence avec le boulot d'une police municipale, qui est une police de proximité, qui occupe le terrain par définition. Leur boulot, c'est d'être dehors, c'est ça leur cœur de métier. Donc ils vont en constater beaucoup d'effets. Quand on pense aux amendes pour la consommation de stupéfiants, ils auront tout loisir d'en dresser énormément, puisqu'ils sont tout le temps dehors sur toutes leurs vacations. Après, une amende pour la consommation de stupes, ça a la même limite si elle est dressée par un agent municipal que par un policier national. C'est-à-dire que ça impacte ceux qui la paient, Bien donc sûr. même pas 30% des gens. Oui, et puis on n'est pas dans la lutte contre le narcotrafic à proprement parler, on est dans la sanction des consommateurs finaux. C'est ça, important, mais ils ne différent. sont sanctionnés que ceux qui paient, donc moins de 30%. Là où c'est pertinent, c'est pour les ventes à la sauvette. Là, c'est très intéressant pour les policiers municipaux, parce que jusqu'à présent, à Paris quand même qui sont, qui sont directement surreprésentés dans cette problématique. Voilà. Et avant, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? S'ils n'ont pas d'amende forfaitaire délictuelle, soit il faut une éviction, ils font partir les gens, mais ils reviennent dès qu'ils sont partis, soit ils interpellent, mais donc pour présenter un officier de police judiciaire, et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est très compliqué et ça peut être très long. J'aimerais qu'on écoute les propositions d'Emmanuel Grégoire en la matière. Il s'est exprimé sur le sujet sur France Info. C'était le 29 janvier. On l'écoute. Je ne peux pas rester sourd à la demande de sécurité qui monte des quartiers partout dans Paris. Et donc on a annoncé plusieurs choses. La première, c'est qu'on renforcerait les effectifs de police municipale. Deuxièmement, qu'on créerait de combien 1000 postes supplémentaires de policiers municipaux. Deuxièmement, on va orienter totalement cette police municipale vers une police municipale de proximité qui sera en maraude et en circulation dans l'ensemble des quartiers, en particulier ceux qui en ont besoin. Je demande également que les moyens supplémentaires que nous mettrons
ne se traduisent pas par un désengagement supplémentaire de l'État. Il y a de moins en moins de policiers nationaux à Paris. Et bien ça se voit sur le terrain. Et donc nous, on veut bien faire plus, mais à condition que l'État ne fasse pas moins. Frédéric Pechnard, une réaction ? C'est toujours intéressant de voir que M. Grégoire, qui a été opposé à la police municipale depuis plus de 20 ans, finalement trouve que maintenant c'est intéressant. Premier adjoint à la mairie de Paris. Pour une seule raison d'ailleurs, c'est qu'il a bien vu un sondage qui dit que 76% des gens qui habitent en Île-de-France mettent la sécurité en numéro 1 de leur priorité pour le vote au municipal. Alors, M. Grégoire, on a fait une police municipale à Paris qui est un peu une police municipale Canada Dry, hein, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une police municipale, mais elle n'en a pas encore tout à fait ni l'envergure ni les compétences. Et d'ailleurs, elle n'a existé, cette police municipale, que parce que la droite a voté pour, puisque rappelons que dans la majorité qui était celle de Mme Hidalgo et qui sera demain celle de M. Grégoire, les communistes et les écologistes ont voté contre la création de cette police municipale. J'aimerais qu'on parle justement des propositions des candidats à la mairie de Paris et de leurs avis en la matière. Le plus gros clivage est quand même sur l'armement de la police municipale. La droite y est favorable, la gauche est contre. Est-ce qu'on est avant tout dans une posture idéologique ? Alors, pas uniquement. C'était une posture complètement idéologique. Et alors, à la région Île-de-France, je suis vice-président à la sécurité et nous aidons les communes de droite et de gauche, de manière transpartisane, qui veulent équiper leur police municipale. Il y a d'ailleurs des communes avec des maires de gauche, notamment des maires socialistes, qui ont décidé d'armer leur police municipale. Bien sûr. On tombe pas dans la caricature. Et mettre également de la vidéoprotection, ce que la majorité de Mme Hidalgo et M. Grégoire refusent absolument. Or, tout ça est quand même très complémentaire. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu sérieux, il faut avoir une vraie police municipale, armée, je vais vous expliquer pourquoi, avec de la vidéoprotection et avec un travail, on n'est pas en opposition avec la police nationale, mais au contraire de complémentarité et de travail ensemble. Voilà. Pourquoi c'est important d'avoir une police municipale armée ? Alors, la vérité, c'est que pour réaliser les missions de la police municipale, il n'y a pas besoin d'être armé. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la police municipale elle est là pour faire appliquer sur le terrain les arrêtés du maire, et donc il n'y a pas besoin, on ne va pas arrêter des gangsters, des bandits, etc. Donc il n'y a pas besoin d'être armé pour réaliser les missions de la police municipale. Par contre, quand vous êtes policier municipal, il y a marqué police dans votre dos, il y a marqué police sur votre voiture. Vous êtes donc une cible. On l'a vu à plusieurs reprises, les terroristes sont pris aux policiers municipaux, des voyous se sont pris aux policiers municipaux et les ont assassinés. Donc il faut qu'elles soient armées pour deux raisons. La première raison, c'est pour organiser leur propre défense. Voilà. Parce que finalement, on va jeter en pâture des policiers municipaux avec marqué police dans le dos, et finalement les voyous s'en foutent si c'est police municipale ou police nationale. Donc c'est d'abord pour eux-mêmes une protection. Ils ont un gilet pare-balles, c'est bien. Il faut aussi qu'ils aient une arme pour pouvoir se protéger. Et puis, on le voit également dans des tas de villes, récemment encore à Nice, les policiers municipaux étant sur le terrain, souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont les premiers intervenants sur quelque chose qui les dépasse. Et donc les plus exposés. Par exemple, à quelqu'un qui est en train de mettre des coups de couteau, ou à tirer dans la foule avec des coups de hache ou un sabre de samouraï, etc. Il faut pouvoir réagir. Il faut qu'ils puissent intervenir. Alors même si ce n'est pas leur cœur de métier, il faut qu'ils puissent intervenir. Et évidemment, chacun comprendra que s'ils ont affaire à quelqu'un qui a un couteau, qui a une hache ou n'importe quoi, c'est pas avec une gazeuse que vous allez faire face. Donc il faut qu'ils soient armés pour éventuellement, le cas où ça arrive, comme ils sont sur le terrain dehors, qu'ils puissent tout de même intervenir. Je vous donne la parole à tous les deux, puisque je vois que vous voulez réagir, Benjamin Camboulive. Oui, parce que c'est vrai, c'est la différence entre les situations qu'on envisage dans un bureau, où on se dit, tiens, la sortie d'une école, un marché, il n'y a pas besoin d'être armé, et puis la réalité de ce qui peut se passer, vous êtes un policier, vous êtes dehors, tout peut arriver, vous devez être à même de réagir à toutes les situations. Si un individu armé se présente et rentre dans l'école, on ne va pas expliquer aux parents que le policier qui était devant, il n'a pas pu y aller parce qu'il n'avait pas d'arme. Donc il y a un moment où, oui, pour nous, mais c'est une question ça ne souffre aucune ambiguïté. Disons que c'est l'adaptation des moyens aux missions. Les missions, c'est des missions de police, donc elles impliquent potentiellement de confronter à toutes les situations. Il faut que vous soyez en mesure de réagir. Personne, si vous voulez, ne va regarder la couleur du maillot, quoi. Police nationale, police municipale, pas le délinquant et pas la population non plus, qui est en attente de sécurité exactement de la même manière et de façon légitime, que ce soit un policier national ou municipal. Nous, ce qu'on veut, c'est que le législateur impose aux maires d'armer leur police municipale. À tous les maires, de leur imposer. Vous décidez de vous doter d'une police municipale, il faut que cette police municipale soit armée. Je veux dire, c'est une cohérence. Une fois qu'on a compris qu'un policier devait réagir à toutes les situations auxquelles il est confronté pour sécuriser la population et pour agir en sécurité lui-même, pour le reste, c'est de l'idéologie surtout. Sur l'armement de la police municipale, d'abord, la police municipale, c'est à peu près 28 160 agents en France. Donc on parle quand même
effectif important, mais c'est pas non plus quand on focalise un débat national sur la police municipale, il faut ramener les choses alors juste à leur échelle, oui, d'accord. Voilà. Ensuite, quand on regarde la police municipale par exemple à Paris, le vrai gros travail qu'il y aura à faire, me semble-t-il, ça va être une espèce de remise à niveau, parce qu'on a bien vu le mouvement des policiers municipaux aujourd'hui. Avant, ils étaient des agents de la préfecture de police de Paris qui ont été transférés à la mairie de Paris, et donc quand on évoque des chiffres par milliers, on voit bien que, y compris ceux qui sont en fonction, on voit bien que même si la mairie de Paris dispose d'une école de formation pour les policiers municipaux qui est un régime spécifique au CNFPT, en l'état actuel des choses, on n'y arrivera pas. Il faut dire la vérité. Puis après, la question de l'armement, elle est double. D'abord, l'armement, c'est très vrai, c'est un outil qui permet aux policiers de se protéger. Et attention, aujourd'hui, le travers, c'est qu'aujourd'hui, à raison peut-être, mais vous avez les communes qui ne proposent pas cet armement, une arme létale, il n'y a pas de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats vont se focaliser, plutôt vont candidater dans une commune qui va proposer une arme létale. C'est l'attractivité de la profession, je caricature un peu, mais parce qu'ils se protègent, parce qu'ils veulent se protéger. Et ensuite, l'armement, elle a un coût. Alors même si l'État, même si la région, elle finance l'armement, c'est un coût l'armement. Parce que l'arme, il faut la stocker, la sécuriser. On a une idée de ce que ça coûterait pour une commune comme Paris ou... En fait, on parle par agent à peu près. Moi, j'ai fait un calcul comme ça à la louche. On est entre 75 000 et 90 000 euros. Par agent ? Par agent, enfin pas l'armement. Ce que coûte un agent municipal, un agent de police municipale. Donc c'est ce que ça coûte. Donc quand on évoque des chiffres comme Sarac Nafo à 8 000, je vous laisse imaginer sans compter la vidéosurveillance. Donc c'est une charge. Et puis après, le troisième, attention au danger du transfert. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gendarmes et de policiers nationaux qui vont vers des collectivités où le rythme de travail, je ne dis pas que ce sont des flemmes, mais loin de là, est plus souple et pour pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle. Et donc, quand on donne des missions supplémentaires, il y a une attractivité qui est meilleure pour les collectivités. Faire attention à ce transfert de la nationale vers la municipale. Pour ne pas dépouiller l'autre, tout à fait. Et pour l'armement, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'on a donc évidemment cette évidence de la montée des violences, la hausse de la circulation des armes, la banalisation de l'emploi des armes, des délinquants criminels de plus en plus dangereux. Donc ça paraît aberrant de se demander s'il faut armer la police en regard de cela. Néanmoins, il y a une distinction, une disparité dans le cadre d'emploi d'usage des armes par les différentes forces de l'ordre en France. Le policier municipal, il ne peut pas tirer dans la même situation que le policier national. Parce que le policier municipal... Parce que ses missions ne sont pas les mêmes. Et surtout parce que ce n'est pas une force de sécurité intérieure. Donc il n'est pas... intéressé par le CSI, le Code de la sécurité intérieure, ce qui est un droit dérogatoire pour le policier national, le gendarme, le douanier, les militaires de l'opération Sentinelle, mais pas pour le policier municipal. Donc s'il y a un périple meurtrier, s'il y a nécessité de tirer pour arrêter un véhicule dangereux, le policier municipal, il a beau être un policier, il a beau être armé, il n'a pas le droit de tirer. Donc, mais ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est un débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit considérer que le policier municipal doit avoir le cadre d'usage de son arme étendu ou non? Moi, vous y êtes favorable? Nous, ce qu'on estime, c'est qu'il y a un moment où si on commence à tout regrouper, à quoi bon avoir des forces distinctes nationales et municipales? Je considère que le législateur ne doit pas non plus augmenter les pouvoirs des polices municipales jusqu'à ce qu'elles rattrapent les pouvoirs de la police nationale. Parce qu'il faut aussi que l'État puisse garder la main déjà sur la question régalienne de la sécurité, donc il faut qu'il y ait une distinction. Et puis parce que à trop donner d'importance à la municipale, il y a ce risque de créer des disparités d'une commune à une autre. Et vous soulignez le coût d'une police municipale. Toutes les mairies ne peuvent pas engager les frais suffisants pour se doter de la police. C'est-à-dire qu'il y a l'armement, mais il y a la formation, il y a les véhicules, il y a les salaires. Et il ne faut pas que ce soit le budget de la mairie qui conditionne votre droit à la sécurité. Rachida Dati propose une police armée. Oui, moi je pense que c'est aussi un choix des maires. Alors, certes, la sécurité... Donc ça doit rester à la discrétion des maires? Oui, bien sûr, mais la sécurité a un coût, c'est incontestable, mais toutes les communes, en Ile-de-France par exemple, vous en avez des plus ou moins riches, mais toutes les communes ont les moyens d'avoir une police municipale. Même à Paris ? Après, ce sont des choix. Je vais revenir là-dessus. Après, ce sont des choix du maire. Pas tous, ils préfèrent mettre l'argent ailleurs, c'est son problème. Et après, ce sont aux électeurs de décider s'ils sont contents de leur maire ou pas. Moi, je pense que c'est un choix politique, et donc créer une police municipale, c'est un choix politique, et qui doit être validé ou pas, c'est ça la démocratie. Par les électeurs. Par les électeurs. J'aimerais qu'on écoute la proposition de Sarac Nafo, vous l'avez dit, qui propose 8000 nouveaux agents et de s'inscrire dans un schéma JO. On l'écoute et je vous fais réagir. Nous méritons le niveau de sécurité que nous avons connu pendant les Jeux Olympiques, mais toute l'année. Nous allons garder
ce que les JO nous ont appris de meilleur. Alors je doublerai les effectifs de la police municipale pour atteindre 8000 agents. J'armerai la police municipale, comme 80% des polices municipales françaises, y compris dans des villes de gauche. Nous mettrons en place un plan d'interpellation systématique dans toutes les zones de non-droit et dans tous les quartiers sensibles de Paris. L'intelligence artificielle, qui a si bien fonctionné pendant les JO, sera déployée pour détecter automatiquement les agressions et permettre une intervention immédiate. Une réaction rapide, messieurs. Rapidement, d'abord, Mme Knafo ne doit pas savoir que la ville est endettée à hauteur de 11 milliards d'euros. Elle propose d'ailleurs un plan assez colossal de réduction des dépenses. Mais c'est vrai que ça coûterait une fortune, non, 8000 nouveaux agents. Bien sûr, Rachida Dati veut augmenter les effectifs de police municipale, ce qui me paraît une nécessité compte tenu, comme vous l'avez très justement dit, de ce qu'est aujourd'hui la police municipale de Paris. Combien de nouveaux agents 2000 de plus, c'est-à-dire 5000 en tout. Ce qui en fera d'ailleurs la ville la plus importante en termes de sécurité et de police municipale. 3000 agents de plus jusqu'à 8000, c'est un coût qui nous paraît complètement exorbitant. Alors, c'est toujours facile de lancer 8000, 10 000, après, 100 000. Mais après, il faut l'assumer. Et le financer. Et le financer, c'est pas si simple que ça. Ensuite, cette police municipale voulue par Mme Knafo, visiblement, c'est une police d'intervention, parce qu'elle veut qu'on aille arrêter. Oui. Bon, c'est pas du tout le rôle de la police municipale. Elle peut être en appoint de la police nationale, mais fondamentalement, le régalien, ça reste la police nationale. Voilà. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis, enfin, elle propose l'intelligence artificielle. J'y suis personnellement tout à fait favorable. N'oublions pas que c'est juste... Ah non, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est illégal. Ça a été possible pendant les Jeux Olympiques. Il y avait une loi spécifique Jeux Olympiques. Cette loi est tombée et les députés ne l'ont pas réactivée, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce qu'on appelle les caméras augmentées ou l'intelligence artificielle. Mais les caméras de vidéosurveillance, oui. Les caméras de vidéosurveillance. Avec une couche de technologie importante, mais pas de l'IA proprement parlé. Mais pas de l'intelligence artificielle, ce qui fait que ce que propose Mme Knafo est aujourd'hui parfaitement illégal, même si j'espère qu'un jour ce sera légal, mais pour l'instant c'est illégal. C'est pas le cas. Je me permets, j'avance un petit peu parce que j'aimerais qu'on écoute les propositions des autres candidats. J'aimerais qu'on écoute Sophia Chikirou qui défend une approche plutôt centrée sur la médiation et la prévention. On l'écoute, elle s'est exprimée sur le sujet à l'occasion de son meeting de campagne. Lancement d'ailleurs. Les boîtes de nuit, en général, quand on y va, on peut rencontrer des gens qui sont particulièrement alcoolisés et c'est le lieu où il peut y avoir des bagarres. Et souvent, c'est la sécurité privée qui intervient là-dessus. Mais en effet, il peut y avoir aussi une intervention d'une police de proximité, de nuit, qui s'occupe d'intervenir à travers ce qu'on appelle tout simplement la médiation. Vous n'avez pas besoin d'armer les gens pour traiter des situations conflictuelles qui peuvent se présenter, soit sous l'effet de l'alcool, soit sous l'effet de la drogue, comme il peut y en avoir dans certains quartiers. Nous sommes pour former une brigade de policiers municipaux, justement, au traitement des personnes qui sont sous effet d'alcool ou sous effet de drogue. Je rectifie, je me suis trompée. Ce n'était pas à l'occasion d'un meeting de campagne, c'était à l'occasion d'une discussion avec d'autres candidats à la mairie de Paris. Est-ce que ça vous inquiète de voir que des candidats aujourd'hui, au vu de la situation sécuritaire de Paris, de l'Île-de-France, restent dans cette logique de médiation, de prévention et ont des propos comme ceux qui sont tenus par Mme Chikirou ? Alors, nous, on n'a rien contre l'idée de la police de proximité. C'est même très bien, la police de proximité. Sauf que la police nationale n'a déjà pas les moyens de faire du répressif comme il faudrait le faire, on ne risque pas de faire du préventif. En revanche, la police municipale en elle-même, elle est dans son rôle de médiation, d'échange avec la population. C'est la police de proximité et c'est très bien, mais c'est à eux de le faire en occupant le terrain. Là où ça me perturbe, c'est qu'elle semble opposer l'intérêt d'une police de proximité, de médiation, c'est très bien, avec l'armement. Je ne vois pas à quel moment il y a une contradiction. Vous faites votre mission de police de proximité, mais selon ce qui se passe, vous devez pouvoir être armé parce que vous êtes policier. Mais elle dit que ça génère de la violence. Non, le policier réagit à la violence, il ne la crée pas. Mais évidemment, avec cette grille de lecture, on ne risque pas de s'en sortir au niveau des enjeux sécuritaires. Ça, c'est certain. Mais ce qu'il faut, c'est voir que, effectivement, le policier municipal, par son ancrage local, par sa proximité avec la population, peut faire ce travail aussi de médiation. C'est très important qu'il soit également dans une forme de répression avec les amendes forfaitaires délictuelles. Nous, on est favorable à cette augmentation de la police municipale, essentiellement parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas d'effectifs supplémentaires. Vous avez bien compris que tout ce que fait la police municipale, la police nationale de terrain le faisait. Simplement, c'était avant que le manque d'effectifs nous fasse déserter la voie publique. Maintenant, voilà, il faut qu'on ait des gens qui, à la fois, donnent les moyens aux policiers municipaux et ne soient pas dans l'idéologie quand ils veulent leur retirer leur arme.
J'aimerais qu'on parle une deuxième fois du candidat socialiste Emmanuel Grégoire qui, lui, parle plutôt d'une réorganisation de la police municipale autour d'un triptyque formé par le maire d'arrondissement, le commissaire de police et la police municipale. On l'écoute et on réagit en plateau. On a voulu venir ici pour en faire le symbole du premier lieu où nous installerons nos kiosques de police municipale. La sécurité, c'est un sujet absolument majeur. Les Parisiens et les Parisiennes sont très attachés. Et nous aussi, ces annonces, elles ont pour vocation de faire monter en puissance cette police municipale de proximité. On va beaucoup miser sur le triptyque maire d'arrondissement, commissaire de police et chef sectoriel de la police municipale. L'objectif, c'est de déployer de nouveaux outils pour mettre en œuvre cette police municipale de proximité. Je ferai vraiment de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes contre les femmes dans l'espace public un combat majeur. Il y a la question des brigades spécialisées pour l'accompagnement et la protection de nos aînés. On sera mobilisé pour mettre de nouveaux outils en place et nous voulons le faire dans le dialogue et dans le partenariat. Nouveaux outils, réorganisation finalement de la manière dont fonctionne la sécurisation de l'espace public autour de ce fameux triptyque. Ça peut marcher ? En fait, je suis quand même assez dubitatif parce que vous ne prenez pas quelque chose qui ne marche pas et vouloir le réorganiser, mais d'un point de vue sectoriel, ça veut dire au niveau d'un arrondissement. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il propose. Mais le problème, ce n'est pas au niveau de l'arrondissement, c'est beaucoup plus global. C'est quelle politique on se fixe. Et Sophia Chikirou, comme Emmanuel Grégoire, là où on a une difficulté, c'est que la police municipale, aujourd'hui, elle n'est pas là. En fait, ils appellent une police municipale ce qui pourrait s'appeler des médiateurs demain, ou des éducateurs. Mais comme il faut dire police municipale, parce que tout le monde veut une police municipale, donc on va dire qu'on va faire une police municipale. Et puis demain, il faudra faire une police municipale pour ramasser les déchets sur la voie publique. Mais en fait, ça ne doit pas être ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie difficulté de la police municipale, c'est qu'on n'a pas atteint le schéma d'emploi qui a été promis. Normalement, c'était 3400. Aujourd'hui, je crois que, en fait, on confond un peu tout au sein de la direction de la sécurité donc de la mairie de Paris. On a un gros déficit de moyens humains. Il y a 2300. On voit bien que ça ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc la réorganisation, elle doit avant tout s'opérer sur le plan humain. Puis après, sur le plan technique. Parce que sur le plan technique, on ne parle pas de la vidéosurveillance, mais il faut que la vidéosurveillance, alors on peut parler d'une vidéosurveillance algorithmique, avec effectivement, tel que ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, tel qu'on l'a vécu pendant les Jeux Olympiques, qui doit pouvoir accompagner quand même le déploiement des policiers municipaux sur la voie publique. Donc tout ça n'est pas bien pensé, j'ai envie de dire, tout simplement parce qu'il y a un effet d'urgence et qu'il faut avoir une vraie vision d'ensemble, quelle police municipale on veut, et surtout, pour terminer, qu'est-ce qu'on veut faire à la police municipale? Est-ce qu'on veut, pardonnez-moi, mais je vais être trafic de stupéfiants, les violences sexistes, est-ce que c'est les vols à la sauvette, est-ce que c'est les petits vols, est-ce que c'est les infractions au code de la route? Oui, mais qu'est-ce qu'on veut? Il faut définir ce qu'on veut. Ça s'appelle un projet politique. Et donc un cap qui permet d'orienter en effet les missions de la police municipale. On écoute Pierre-Yves Bournazel sur notre plateau le 12 décembre. Et je veux être un maire anti-incivilité, anti-mafia, anti-délinquance. C'est absolument important. Donc il faut monter le curseur, il faut agir. Et pour agir, il faut avoir une vraie police municipale sur le terrain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un numéro dédié. Une police municipale capable de travailler avec les commerçants, les gardiens d'immeubles, avoir les informations. Il faut du bleu dans les rues, parce que c'est dissuasif. Et ensuite, ça sera une police municipale réactive. Quelle est la différence avec ce que propose Rachida Dati? D'abord, si vous me permettez, de revenir sur ce qu'a dit M. Grégoire et Mme Chikirou. C'est assez amusant de voir que ces deux personnages qui sont fondamentalement hostiles à la police municipale, à la vidéoprotection, en deviennent maintenant un petit peu les chantres. Dans des conditions différentes de celles qui sont défendues, par exemple, par Rachida Dati. Quand même, le mot police municipale a été rejeté par le Parti socialiste à Paris pendant des années et des années. Quant à LFI, ils sont complètement contre. Bien sûr. Comme je rappelle que leur slogan, c'est la police tue. Donc voilà, on est là. Et c'est intéressant, à la région, on a un bouclier de sécurité. Ce bouclier de sécurité nous permet de financer les communes communistes, socialistes, enfin tous ceux qui veulent en policiers municipaux, en armement, en voiture, en gilet pare-balles, tout ce que vous voulez. La France Insoumise et Mme Chikirou, qui est élue à la région, votent systématiquement contre le bouclier de sécurité. Voilà. Donc je suis content de voir que maintenant, il y a une progression de la part de la gauche vers la police municipale, tant mieux. J'ai juste peur que ce soit une position qui soit uniquement opportuniste et électoraliste. Et M. Grégoire, qui a quand même été premier adjoint au maire de Paris, je ne l'ai jamais entendu s'exprimer de manière aussi intéressante sur la police municipale. Sécurité. Voilà. Une réaction aux propos de Pierre-Yves Bournazel, et ça sera le mot de la fin parce qu'on déborde, c'est un sujet qui est passionnant, mais ça nous demande du temps.
Oui, non, simplement sur la nécessité d'avoir une bonne cohérence, de bonnes relations entre la police municipale, la police nationale, sur l'échange d'informations. C'est évident que si on développe une force, c'est pas pour qu'elle travaille à côté de l'autre. Il faut qu'il y ait un travail qui soit conjoint, qui soit cohérent. Nous, ça peut aussi nous permettre d'avoir des remontées d'informations, encore une fois avec cette police municipale de terrain, des informations qui peuvent remonter au renseignement pour les questions de terrorisme, qui peuvent remonter au service de police judiciaire pour les questions stupéfiants quand ils constatent des points de deal. Donc il y a ce besoin effectivement de présence de police municipale. Il faut une synergie surtout, entre les deux polices. Une synergie, mais il ne faut pas qu'on imagine que c'est la solution sur le long terme parce que la sécurité est nationale. Donc ce n'est pas le fait que l'on mette des policiers municipaux parce qu'on manque essentiellement de policiers nationaux qui doit occulter les besoins de la police nationale, notamment en termes de recrutement, de revalorisation et de simplification de la procédure pénale. Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion passionnante et on passe tout de suite à l'entretien culture parce qu'on est très en retard. Le musée de la Marine dévoile une expo unique à la scénographie immersive consacrée à la plus grande aventure maritime de tous les temps, celle de Magellan. Tempête, inconnue, mutinerie. Si l'on connaît tous le nom de Magellan, on a bien du mal à mesurer ce qu'a représenté cette expédition maritime hors norme et très périlleuse. Un objectif, rejoindre le sud de l'Amérique depuis l'Espagne, dénicher un passage vers le Pacifique et remonter l'archipel indonésien. Une vraie folie à l'époque et on en parle avec Michel Chandaigne. Vous êtes conseiller scientifique de cette exposition. Je suis ravie de vous recevoir. Vous avez réussi le pari de nous faire entreprendre cette aventure avec Magellan. Ça implique évidemment un dispositif muséographique très ambitieux et en l'occurrence particulièrement immersif. Ça, vous l'avez voulu tout de suite ? Oui, enfin pas moi. Moi, je suis le conseiller scientifique. C'est une exposition qui a une longue histoire, vu qu'elle est fille des 4 documentaires de François de Ribeyrolles qui sont passés sur Arte avec un succès colossal, qui s'appelait L'incroyable périple de Magellan, et dont j'étais déjà le conseiller, qui a été fait à partir de ce livre, qui est magnifique. Le livre que j'ai publié en 2007, mais que j'ai réédité cette année, qui est l'édition de référence mondiale, où nous avons découvert des dizaines d'erreurs et de choses nouvelles sur le voyage, et dont bénéficiait le documentaire de Ribeyrolles et d'Arte, et aussi l'exposition. Alors c'est une exposition, en effet, immersive. On utilise les images, qui sont à la fois des images des lieux réels, comme le détroit de Magellan, mais aussi des images qui sont faites par Hugo Bienvenu et son équipe, qui sont très belles, et des interviews de chercheurs et d'historiens du monde entier. Avec cette voix off qui nous guide, celle d'Antonio Pigafetta, il est l'auteur du seul véritable journal de bord dont on dispose sur cette exposition. Donc finalement, c'est lui qui nous guide dans ce périple absolument incroyable. Oui, alors ça, c'est une idée de la scénographie canadienne, Brigitte Poupard, qui est bien connue des milieux du théâtre, qui a supervisé donc la mise en scène assez spectaculaire de cette exposition, qui a été réalisée quand même par les 2 personnes responsables du musée de la Marine, Corinne Pignon et Louise Le Graal, et qui ont travaillé pendant 2 ans là-dessus. Et donc l'idée, c'est que c'est la voix de Pigafetta, qui n'est pas l'auteur vraiment du journal de bord, mais du récit le plus connu et le plus extraordinaire sur le voyage, qu'il a écrit à son retour, mais qui est magnifique. Et c'est sa voix qui nous guide de salle en salle et de lieu en lieu. Est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire, revenir sur finalement ce qui a motivé cette épopée et cette grande aventure qu'a menée Magellan ? Oui, alors il faut résumer brièvement, mais justement ce que montrent les derniers travaux, c'est que Magellan, au départ, il voulait retrouver un ami. C'est une histoire d'amitié qui a motivé Magellan. Il a combattu 7 ans en Inde avec un de ses amis qu'il a accompagné, Francisco Serrão. Et en 1512, quand Magellan revient, en 1513, début 1513, quand Magellan revient à Lisbonne, eh bien son ami Serrão a naufragé et se trouve aux Moluques, très très loin. Et ça, ces îles sont très importantes parce que ce sont les seules îles au monde. C'est au l'est de l'Indonésie, presque du côté de la Nouvelle-Guinée. Et ce sont les seules îles au monde où pousse le girofle, qui est une épice très prisée, et Francisco Serrão lui écrit des lettres en lui demandant de venir le voir, que lui s'est marié, il est conseiller du sultan, et il dit on aura une vie magnifique, et pendant plusieurs années, Magellan va essayer de retourner sur des bateaux portugais pour rejoindre son ami. C'est exprimé dans des lettres et dans des documents qui n'étaient pas très connus. Donc c'est avant tout une histoire d'amitié. Au départ, mais après ça va changer. Parce que... Et puis il a quand même fallu convaincre Charles Ier. Oui. Et il a fallu convaincre Charles Ier, mais ça c'est quand Magellan a compris en 1516 qu'il ne repartirait pas sur des bateaux portugais. Sa carrière est bridée pour des tas de raisons. Et donc
il écrit d'ailleurs à Serran, s'il ne peut pas revenir le voir par la voie portugaise, qu'il espère toujours, ça sera par la voie espagnole. Donc il a cette idée en tête, et là il passe en Espagne, et là son projet n'est plus tant de retrouver un ami, mais de s'enrichir, d'avoir de la gloire, d'autant plus qu'il se marie. Il se marie tout de suite, il a un enfant assez vite, et donc là, il rêve plus d'habiter aux Moluques avec son ami, mais de s'installer, de devenir riche en Espagne, en fondant une famille. Et alors là, le projet devient lucratif pour Magellan, mais aussi pour le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, c'est Charles Ier, le futur Charles Quint, et à l'époque, les Antilles, les Caraïbes ne lui rapportent rien. Et là, on lui propose un projet potentiellement très lucratif. Très lucratif, et avec un homme d'expérience, et qui n'est pas si cher à financer. Donc il l'accepte tout de suite, et c'est comme ça que l'expédition est montée en 2 ans, et que Magellan va pouvoir s'élancer pour ce voyage. Voyage, alors je le rappelle, où le but n'a jamais été de faire le tour du monde. D'accord. Il ne l'a jamais projeté, il ne l'a jamais proposé. Il fallait qu'il aille aux Moluques par l'ouest et qu'il revienne par la même voie. Donc le tour du monde, c'est une conséquence imprévue, mais ce n'est pas du tout le projet de Magellan. C'était pas le projet de base. Et vous nous parlez justement de toutes les étapes de cette expédition, les préparatifs bien sûr, la descente de l'Atlantique, l'hivernage en Patagonie, le passage du détroit entre le Chili et la Terre de Feu. On mesure alors le courage de ceux qui ont embarqué avec Magellan, sans trop savoir où ils allaient finalement. Parce que, vous le dites dans l'exposition, au-delà de l'estuaire du Rio de la Plata, il n'y avait plus de carte maritime. En fait, on ne savait pas bien où on allait. Il n'y avait plus de carte maritime, mais au fond, le monde connu en 1519, en Amérique, s'arrêtait au Rio de la Plata, qui n'était pas complètement exploré. Magellan pensait que peut-être le passage vers la mer du Sud, le futur Pacifique, qu'on connaissait depuis 1513. C'est vraiment l'aventure. Ah oui, oui. Il avait fait ce pari qui n'était pas fou parce qu'on pouvait penser que ce continent, comme l'Afrique, avait une pointe. Oui. La côte, après le Rio de la Plata, allait vers le nord-ouest. Donc, on pouvait imaginer qu'il y avait un passage. Hein. S'il allait vers le nord-est, c'était mauvais. Mais là, ça sentait bon. Et donc, il a fait le pari qu'il y avait un passage. Et c'est sa grande découverte, d'avoir découvert le détroit qui va porter son nom. Et c'est vrai que c'est des conditions difficiles. Mais il faut rappeler qu'à terre aussi, les conditions étaient très difficiles de vie à l'époque. Hein. L'espérance de vie était de 38 ans. Il y avait de la peste, des maladies. La peste, oui, donc c'est important de replacer donc, sur les bateaux, la vie était dangereuse, mais au fond à terre aussi. Mais c'est vrai que les marins qui partaient, c'est pour ça qu'ils ont eu tellement de mal à trouver un équipage, ils savaient qu'ils allaient aux Moluques par l'ouest, mais dans une route inconnue. Et incroyable. Donc ils ont un mal fou à recruter des marins espagnols, et c'est pour ça que dans l'équipage, que l'on a dénombré homme par homme, il y a eu 242 participants, eh bien il y a 10 nationalités. Il n'y en a que 18 qui sont revenus. Ben non. C'est pas vrai? Ben oui, l'expédition le montre. Alors évidemment, la Victoria, suite à des péripéties, revient seule avec Elcano, le Basque, qui est un ancien mutin d'ailleurs, qui s'était révolté contre Magellan, qui avait été condamné puis amnistié par Magellan. À la fin, il est capitaine de la Victoria et on lui donne l'ordre de revenir par l'ouest. Et là, il fait le périple le plus extraordinaire, la traversée la plus extraordinaire, parce que c'est 151 jours sans escale. 151 jours, le record ne va pas être battu avant des siècles. Hein. Et là, il arrive au Cap-Vert, où il fait étape pour se ravitailler. Et au Cap-Vert, il y a 12 marins qui sont faits prisonniers et officiers. D'accord. Et donc, quand le bateau arrive à Séville, en effet, il y a 18 survivants. Mais on oublie qu'il y a 12 qui sont restés au Cap-Vert, qui vont arriver 3 semaines plus tard à Lisbonne. D'accord. Donc, ça fait 30 survivants. Ça fait 30 survivants. Et puis, on oublie d'autres aussi. C'est les 5 dans l'autre bateau qui s'est perdu, fait prisonnier par des Portugais. Il y en a 5 qui vont revenir 4 ans plus tard, qui vont aussi faire le tour du monde. Dont le dernier commandant général. On dirait une histoire qui est racontée aux enfants. Pourtant, ça s'est vraiment passé. Ça reste ça. Et puis on oublie aussi qu'il y a 55 survivants qui ont déserté dans le détroit, qui sont revenus à Séville. Donc on est déjà à 90 survivants. Ça change l'histoire qu'on nous raconte. Ben oui, c'est-à-dire, ça change, ça précise, voilà. Mais ça, c'est typique de l'histoire de Magellan qu'on peut voir dans les livres. Qui est un peu fantasmé, oui. Ben, c'est-à-dire, on s'attache à certains points et on oublie tout le reste. Par exemple, le voyage de Magellan, c'est une escale après la mort de Magellan à Brunei qui est extraordinaire. Et les récits est extraordinaires, on le voit dans l'exposition. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas dans l'imaginaire des gens. Et l'exposition permet de pointer certains sujets qui sont oubliés par disons, les gens dans leur culture générale. C'est l'occasion aussi de faire un peu de pédagogie, d'histoire, de géographie, un petit peu aussi de techniques maritimes grâce à des infographies qui sont détaillées. De géopolitique. Qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux d'un tel voyage. Pourquoi c'était important d'embarquer tous les publics? Finalement, on se dise, j'y vais parce que c'est beau,
Parce qu'il se passe des choses, parce qu'on s'ennuie pas, parce qu'on découvre un personnage qu'on connaît tous et en fait qu'on connaît très mal. Magellan, c'est le marin le plus connu au monde. Ouais. Mais au fond, il a fallu attendre 2007 pour avoir une première édition de ses œuvres complètes, entre guillemets, de tous les récits. Donc on le connaît sans le connaître, mais c'est vrai qu'au-delà, c'est un mythe. Et l'important pour le musée, c'était de toucher tous les publics. Okay. Et Ribrol avait déjà trouvé son équilibre dans les documentaires d'Arte, avec des interviews d'historiens spécialistes, et de tous les pays, il y a des Anglais, des Philippins, ça c'est beau, et aussi des cartes, beaucoup de cartes, des images qui viennent de l'univers de la BD, avec Hugo Bienvenu, qui est très connu, et qui est super son film, Marco, etc., et son équipe qui ont fait 850 images pour le documentaire. Il y en a beaucoup d'inédites d'ailleurs qui sont dans l'exposition. Et ainsi, on peut toucher des gens qui s'intéressent à l'histoire, qui peuvent écouter les interviews, qui sont assez nombreuses sur des différentes postes des écrans, qui peuvent lire les textes au mur. Puis un public jeune qui ne peut regarder que les images et se laisser embarquer par la rêverie. Donc on a réussi à toucher un peu tous les publics. Et finalement, il y a eu très peu de critiques et je suis assez étonnant, comme un public érudit, comme un public jeune qui découvre. C'est ça qui est génial. C'est que vous réussissez à réunir tout le monde autour de la figure de Magellan. Exactement. Les gens passent un très bon moment dans cette exposition. Et puis on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses sur les relations avec les peuples autochtones, sur la mort de Magellan que je connaissais très mal, sur cette pseudo-auto-sabotage, mais c'est hyper intéressant d'aller questionner finalement tout ça. Tout à fait. Il y a plein d'hypothèses sur la mort de Magellan, qui reste la grande énigme de cette expédition. Mais en effet, c'est une invitation au voyage, bien sûr, mais le voyage dans un monde qui a disparu, dans un monde encore vierge, et aussi une invitation à la lecture. Après, les gens peuvent aller vers des livres, soit savants, soit grand public. Il y a plusieurs livres qui sont sortis sur Magellan, donc c'est une invitation à la lecture aussi. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que cette exposition a battu des records d'affluence. Je crois qu'on est à plus de 1000 personnes par jour. Ça me surprend pas. Non, mais quand même, on ne sait jamais. On va avoir une exposition, est-ce que ça va prendre ? Et ça prend complètement. D'ailleurs, je pense qu'elle va être prolongée un tout petit peu. Ça, c'est génial. Oui, alors il y a des classes qui viennent chaque jour et qui sont intéressés. Parce que dans cette exposition, chacun peut voir ce qu'il veut, s'intéresser à un sujet particulier. Vous l'avez fait vous-même. Et donc on est très heureux, toute l'équipe est très heureux. Oui. C'est le musée de la Marine qui accueille cette exposition incroyable consacrée à Magellan. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter avec autant de passion. Et bravo pour ce magnifique ouvrage. À très bientôt. Merci. On passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte une page de l'histoire de France. Le 9 février 1874, la mort à Paris de la comtesse de Ségur. On va en parler avec vous, Geoffroy Caillé, bien sûr. Il y a 152 ans, c'était né à Paris, un monument de la littérature pour la jeunesse, à travers les fameux Malheurs de Sophie ou les petites filles modèles. Souvent vu comme une bonne grand-mère un peu moralisatrice, le personnage de la comtesse de Ségur est pourtant bien plus haut en couleur qu'on ne l'imagine. C'est un peu un portrait que vous nous dressez de cette femme. Elle a un nom français, mais elle est née très loin de Paris. Et oui, parce que la comtesse de Ségur est russe. Elle est née Sophie Rostopchine à Saint-Pétersbourg en 1799. Elle appartient à une très vieille famille de la noblesse russe. Son père, Fyodor Rostopchine, est gouverneur de Moscou. Et surtout, il possède un immense domaine qui s'appelle Voronovo, aux portes de Moscou, qui fait, tenez-vous bien, 45 000 hectares. C'est énorme. C'est absolument gigantesque, c'est des proportions russes. Quand elle naît, son parrain est le tsar lui-même, Paul Ier, fils de Catherine II de Russie. Sophie Rostopchine reçoit une éducation soignée. Elle apprend évidemment le français, qui est la langue de l'élite en Russie à cette époque. Et comme sa mère, elle se convertit de l'orthodoxie au catholicisme à 13 ans. Mais alors, c'est une enfant turbulente et elle est punie, elle est humiliée même par sa mère à chacune de ses incartades. Comment est-ce qu'elle va arriver en France ? Eh bien, vous savez que le comte Rostopchine, pour contrer l'avancée de Napoléon à Moscou, a décidé de brûler la ville en 1812. Alors, c'est accepté sur le moment, et en réalité, quand les gens se rendent compte qu'ils ont perdu leur maison, aussi bien des aristocrates que des commerçants, le tsar, pour apaiser la population, exile le comte Rostopchine. Et le comte Rostopchine trouve refuge à Paris, où il arrive en 1817 avec sa famille. Et c'est là que, 2 ans plus tard, Sophie, la jeune Sophie, âgée de 19 ans, se marie avec le comte Eugène de Ségur. Est-ce qu'on peut parler d'un mariage d'amour, d'un mariage heureux ?
Non, pas vraiment, parce qu'Eugène de Ségur trompe allègrement sa femme, c'est un mari volage, ils vivent rapidement séparément, et Sophie séjourne dans son château des Nouettes, en Normandie, dans l'Orne, que son père lui a offert en 1822. Jolie bâtisse. Jolie bâtisse. Alors le comte et la comtesse de Ségur auront quand même 8 enfants, parmi lesquels Gaston de Ségur, qui est prêtre du diocèse de Paris, et qui a vécu vraiment entouré d'une réputation de sainteté dont sa mère sera très proche. Là, on se demande tout de suite comment va naître sa vocation d'écrivain. Oui, d'autant que la comtesse de Ségur se met à écrire tard, à 57 ans, d'abord en publiant en 1856 les Nouveaux Contes de Fées, et puis bientôt une vingtaine de romans pour enfants chez Hachette, dans la fameuse Bibliothèque Rose, des romans donc destinés à la jeunesse. Bien sûr, la trilogie des Malheurs de Sophie, incontournable, des Petites Filles modèles et des Vacances. Mais il y aura bientôt ensuite Les Mémoires d'un âne, L'Auberge de l'Ange Gardien, Le Général d'Ourakine, Quel amour d'enfant, etc., etc. Et elle publie aussi des œuvres religieuses, notamment la Bible d'une grand-mère et l'Évangile d'une grand-mère. Et tous ces livres remportent vraiment un très grand succès. Je viens de penser à un truc là. Les Malheurs de Sophie, du coup, c'est elle. Exactement. Sophie. Incroyable. Exactement. Je faisais une petite aparté, mais ça vient de faire tilt. Vous avez raison, on va bientôt en parler parce que Sophie, c'est tout simplement. C'est incroyable. Ouais. En quoi cette littérature pour la jeunesse, elle est différente pour l'époque, elle est nouvelle? Alors c'est une œuvre paradoxale, l'œuvre de la comtesse de Ségur, parce que vue d'aujourd'hui, évidemment, elle a énormément vieilli, puisque la société française de 2026 n'a rien à voir avec celle du Second Empire, qui se confond entièrement avec ses livres, puisqu'elle commence et elle finit d'écrire entièrement sous le Second Empire. Il n'y a évidemment plus aujourd'hui de domestiques, de châtiments corporels pour les enfants, ni de traitements médicaux étranges à nos yeux, comme les saignées, les cataplasmes saupoudrés de camphre, l'eau salée pour lutter contre la rage, c'est avant l'invention du vaccin, ça se tente, mais bon. Et elle est aussi critiquée pour sa visée moralisatrice dans ses œuvres, pour le caractère un peu stéréotypé des personnages et des situations. Il y a les gentils et les méchants, et surtout, il y a des rôles sociaux très définis, et il ne s'agit pas de vouloir changer de rôle. Et pourtant, son œuvre marque une rupture en réalité dans la littérature pour enfants, puisque jusqu'ici, les enfants n'étaient abreuvés que de contes de fées, les contes de Ma Mère Loyal, les contes de Madame d'Aulnoy. Et la comtesse de Ségur, dans ses romans, décrit très crûment, de façon réaliste, les punitions qui sont infligées aux enfants, mais c'est pour les désapprouver. Elle introduit l'idée que la répression systématique dans l'éducation est contre-productive, et elle conforte les enfants en réalité dans leurs mauvaises tendances, alors que la patience, la douceur, le bon exemple, le pardon sont valorisés. Il n'y a que ça qui éduque, même si l'expression n'existe pas encore, à une saine liberté pour les enfants. Et les adultes eux-mêmes ne sont pas du tout des personnages idéaux. Il y a la méchante Madame Fichini dans Les Malheurs de Sophie, qui est absolument très méchante. Et puis il y a des parents faibles, comme Léontine dans Quel amour d'enfant, qui laisse faire tout ce qu'elle veut à sa fille. Donc c'est déjà l'enfant roi. C'est la méthode Dolto. C'est la méthode Dolto, c'est l'enfant roi dès cette époque-là. Et on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Donc des adultes qui font le malheur en fait des enfants. Comment est-ce qu'on en arrive à cette fameuse Sophie? Où est-ce qu'elle puise son inspiration? Eh bien très souvent dans sa propre enfance, puisque Les Malheurs de Sophie Dréan, ce sont aussi les siens quand elle était petite. Comme Sophie Dréan, elle était colérique et gourmande. Elle a coupé ses sourcils, elle a aussi découpé les poissons rouges. Elle a mis sa tête sous la gouttière. Et elle s'est également, tenez-vous bien, perdue dans les bois. Sauf que, au lieu des loups qu'elle rencontre en Normandie, enfin qu'elle fait rencontrer à Sophie et Paul en Normandie, ça devait pas être des loups, en 1860, elles, ce sont des ours devant lesquels, quand elle était petite fille, elle s'est retrouvée un jour où elle s'est échappée sur les terres immenses de son père, le comte Rostopchine à Voronovo. Ce qu'on ignore aussi dans le personnage qu'on s'imagine quand on pense à la comtesse de Ségur, c'est qu'elle avait quand même un fort caractère, beaucoup de tempérament. Un très très gros caractère, effectivement, et c'est un autre... D'abord, il y a un autre mensonge qu'il faut démonter, avant même son caractère, c'est qu'elle n'aurait écrit que pour ses 19 petits-enfants, puisque chaque roman s'ouvre sur une dédicace à l'un de ses petits-enfants. Ça fait quand même un sacré public déjà, pour commencer. Oui, ça fait du public. Alors il se trouve qu'elle avait beaucoup de petits-enfants. Elle avait une fille d'ailleurs, Nathalie de Malaret, qui a été dame d'honneur de l'impératrice Eugénie. On la voit à l'écran dans ce magnifique tableau de Winterhalter. C'est la dame qui est en jaune à droite de l'écran. Et en réalité, c'est beaucoup plus contrasté que ça, parce que son mari, d'abord, s'est occupé de ses revenus, en négociant avec Hachette l'exclusivité des romans de sa femme dans les gares, donc c'est un peu l'ancêtre aussi du roman de gare. Et puis la comtesse de Ségur est parvenue à se faire verser directement ses droits d'auteur, et donc elle s'est mise à écrire parce qu'elle avait besoin d'argent tout simplement. Donc elle a dédié c'est pour ça qu'elle a été livres aussi prolifique à ses petits-enfants. Oui, c'est pour ça qu'elle était aussi prolifique, presque deux livres par an pendant 15 ans. Elle était vraiment, elle avait vraiment besoin de beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'elle était à la mode à l'époque? Est-ce que les gens trouvaient que c'était une autrice à la mode? Comment
comment est-ce qu'elle était perçue? C'est ça que je me demande. Ça a été bien reçu. Je pense que les gens ont été à la fois, l'élite a été étonnée de voir des méthodes d'éducation qui coïncidaient pas forcément avec ce qu'ils donnaient à leurs enfants. En tout cas, il y avait une dimension critique qui leur échappait jusque-là. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ça a beaucoup plu aux enfants. Et du coup, la comtesse de Ségur a connu de son vivant un grand succès. Et ce qui est fabuleux dans ses rapports avec son éditeur Hachette, c'est que elle est très consciente de ce succès et lui a écrit cette lettre magnifique. Monsieur, je vous écris pour savoir à combien se montera ma part du butin pour parler de ses droits d'auteur à propos des malheurs de Sophie. Très moderne comme manière de négocier. Très pour moderne, l'époque, je me rends pas compte. Mais... Oui, très moderne. Ça ne se faisait pas parce que déjà la femme n'était pas autonome dans la gestion de sa fortune, donc elle a obtenu ça. Et ensuite, elle a des rapports très directs, des rapports de femme d'affaires vraiment avec son éditeur. Et elle avait tellement besoin d'argent qu'on raconte aussi que quand la Malposte passait au pied de sa propriété, la Malposte, c'était le courrier de Paris qui arrivait au pied de sa propriété des Nouettes. Elle retroussait sa crinoline, elle descendait la pente à toute vitesse pour savoir s'il n'y avait pas un mandat postal, c'est-à-dire l'équivalent d'un chèque pour elle. D'accord, donc c'était une femme d'affaires. Une vraie femme d'affaires. C'était aussi ce qu'on appelle un personnage facétieux. Oui, parce que sous le Second Empire, à l'époque où les crinolines étaient la règle... C'est quoi une crinoline? Pardon, une crinoline, c'est évidemment une série de cerceaux, un jupon monté sur cerceau, je vois très bien. qui fait gonfler la robe, comme on le voit sur ce splendide tableau, mis à la mode par l'impératrice Eugénie. Et les femmes rembourraient aussi l'arrière de leur personne par une tournure, ce qu'on appelait élégamment un faux cul. Et alors, il paraît que dans les salons parisiens, la comtesse de Ségur sortait de son chapeau une épingle et elle la plongeait dans la partie charnue de ses voisines pour voir jusqu'où elles avaient poussé la tricherie dans leur tournure. C'est extraordinaire. Moi, j'adore cette petite anecdote. Donc, elle était chippie. Elle était très chippie, en fait, sous ses airs de grand-mère confite en dévotion. Et c'était aussi une personne particulièrement religieuse. Ça paraît plus difficile à imaginer après ce que vous nous avez décrit. Elle conciliait bien les deux, c'est-à-dire qu'elle était religieuse avec un esprit de gaieté, de bonne humeur, pas du tout incompatible. Et c'est vrai que quand son mari est mort, elle est rentrée dans le tiers-ordre de Saint-François, qui est une sorte d'ordre pour les personnes laïques. Et elle a continué à écrire, après avoir vendu son château des Nouettes. Et à ce moment-là, elle s'est retirée à Paris, dans le 7e arrondissement, où elle est morte justement, en ce 9 février, dans la rue Casimir-Périer. Elle était connue? Enfin, il y a eu des... Ah bah bien sûr, sa mort a été largement commentée. Elle a été enterrée d'abord, il y a une cérémonie funèbre à Paris. Et ensuite, on a embaumé son cœur, ce qui est un signe de respect particulier, d'honneur particulier, qui était conservé au monastère de la Visitation, qui existe toujours rue de Vaugirard. Enfin, il est fermé, mais la chapelle existe toujours. Et elle-même est enterrée au cimetière de Pluneret, dans le Morbihan. Et ce qui est très beau, c'est que sur sa tombe est écrit « Dieu et mes enfants ». Elle écrit « Dieu et mes enfants » comme une sorte de dernière adresse à l'humanité. Et on pourrait vraiment y ajouter finalement tous les enfants, parce qu'elle a donné le goût de la lecture à tous ses enfants, du Second Empire jusqu'à aujourd'hui, et par là aussi le goût de la littérature. Est-ce que vous avez relu La Comtesse de Ségur à l'occasion de cette chronique? Oui, moi j'ai relu Les Mémoires d'un âne, qui est un des romans les plus originaux, puisque c'est un animal qui parle, et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie originalité. C'est même ce qui me plaît beaucoup, et puis un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Mauvais Génie, parce que le méchant, c'est l'histoire d'un garnement qui fait les 400 coups, il s'appelle Alcide, et il est ça vous va très bien, ça, d'être un garnement. Très bad boy. Et en fait, il va très très loin, puisqu'il va jusqu'à voler son patron, à briser une armoire pour faire son cambriolage. Ça, vous faites, je le fais pas, je ne sais pas. Mais la comtesse de Ségur n'a pas peur de décrire des situations très noires qu'on s'attendrait presque à trouver chez Zola, si vous voulez. Incroyable. Une fresque plus, en effet, plus d'une fresque d'époque. C'est très réaliste. Et en fait, ça lui permet de jouer de contraste entre le bon exemple, les personnages positifs, comme Paul, le cousin de Sophie, et les personnages vraiment négatifs qui s'enferment d'eux-mêmes dans la mauvaise voie, parce que très souvent, et c'est là où elle donne des explications, ils n'ont pas reçu une éducation qui leur permet de savoir ce qui est bien, on en revient à l'éducation. On en revient à l'éducation. Est-ce que ça a été enseigné à l'école, la comtesse de Ségur? Alors, ça n'a pas été enseigné parce que les instituteurs savaient que les enfants la lisaient le reste du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est même plutôt décrié parce qu'on trouve que cette société d'ordre, on était après la Révolution, mais il y avait toujours une sorte de structure sociale qui aujourd'hui a beaucoup disparu et paraît désuète. Moi, je les ai lus, je les ai vus aussi. Bah oui, alors moi, j'ai beaucoup pleuré. Ouais, ça fait pleurer aussi. Pendant les malheurs de Sophie. Quand les enfants se font battre, honnêtement, c'est très attristant finalement. Et puis elle décrit des situations avec beaucoup de charges émotionnelles. Il y a beaucoup d'émotions, donc en effet c'est quelque chose. Et maintenant, grâce à vous, on connaît mieux l'histoire de la comtesse de Ségur. Un immense merci Geoffroy Caillet pour cette très belle chronique. Je suis sûre que ça va donner des idées à ceux qui nous écoutent. Un grand merci, à lundi prochain. Moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à 19h dans Bienvenue en Ile-de-France.